Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité et la culture coréenne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de récent, d'une actualité. Le gouvernement Moon Jae-in a autorisé 200 businessmen sud-coréens à aller visiter le complexe industriel de Kaesong. Je comprends totalement ta question, il pourrait répondre très brièvement avant de développer plus durant cette vidéo. Kaesong, c'est un complexe industriel en Corée du Nord où des entreprises sud-coréennes avaient le droit de travailler. Maintenant fermé depuis 2016, c'est la première fois que le gouvernement sud-coréen autorise des entreprises à y retourner juste pour vérifier les installations, rien de plus. Mais allez, laissez-moi vous présenter l'histoire de Kaesong depuis sa création. Il faut se remettre dans le contexte, bien que Kaesong ait été créé au milieu des années 2000, tout commence le 13 et 15 juin 2000 lors du premier sommet intercorée depuis la fin de la guerre en 1953. Ce sommet a été mené par le président sud-coréen Kim Dae-jung et par le suprême leader nord-coréen Kim Jong-il et a surtout marqué le début d'une période d'apaisement entre les deux pays. Et quelques années plus tard, il est décidé de créer un complexe industriel en Corée du Nord dans lequel les entreprises sud-coréennes pourront produire avec de la main-d'œuvre nord-coréenne. C'est la ville de Kaesong qui est choisie. En effet, elle est frontalière, elle se trouve à seulement 5 km de la fin de la DMZ du côté nord-coréen et à environ une cinquantaine de kilomètres, soit 1 heure de Séoul. Et cette zone industrielle de 66 km² se situe à 140 km de Pyongyang. Les premières infrastructures commencent à être construites en juin 2003. La Corée du Nord a engagé Hyundai Hasan, une filiale du groupe Hyundai, afin de gérer l'organisation et le développement de ce complexe. Cette zone industrielle, elle est découpée en 3 parties. Premièrement, il y a une zone réservée aux administrations. Il y a donc dedans le bâtiment de l'administration pour la Corée du Nord et un bâtiment pour l'administration de la Corée du Sud. Vous comprendrez donc que ces deux entités étaient dans des bâtiments séparés et ne faisaient pas bâtiment commun. Ensuite se trouvait la zone industrielle, on y retrouvait donc les usines de production ainsi que des rails et des routes afin de se rendre et de livrer des produits. Car oui, il y a eu des ouvertures routières, mais aussi de voies ferrées. Une voie ferrée, en fait, juste une seule ligne qui rejoint la Corée du Sud à Kaesong. Et finalement, pour la troisième partie, c'est le lieu de vie avec des résidences, hôpitaux, bref, tout ce qui est nécessaire. Il y a même des lieux touristiques. L'idée d'un parc à thème avait même été proposée. Et lors du développement de cette zone industrielle, il y a un gros frein. En effet, la Corée du Nord est sous embargo des Nations Unies, et l'est encore. Il y a donc des biens qu'on ne peut pas importer en Corée du Nord, ou en tout cas pas de façon officielle, et notamment tout ce qui est informatique, c'est-à-dire des ordinateurs par exemple. Et vous vous doutez bien que pour faire fonctionner une usine, un ordinateur, ça peut être plutôt pas mal. Donc, il y a eu des petits soucis, et ça prend un peu de temps. Surtout qu'en plus, les deux pays voient grand avec ce projet. En effet, les objectifs étaient les suivants. Avoir en 2006, sachant que je vous rappelle, la construction du complexe a commencé en 2003, avoir en 2006 250 entreprises sud-coréennes implantées. En 2007, l'objectif est d'avoir 100 000 employés au total, dont une grande majorité de Nord-Coréens travaillant sur le complexe, et 700 000 employés en 2012. Pourquoi est-ce que je précise en majorité des employés nord-coréens? Pour cela, laissez-moi vous expliquer les avantages attendus de la part des deux pays, tant la Corée du Sud que la Corée du Nord. L'avantage pour la Corée du Sud, au-delà de l'ambition politique d'améliorer les relations avec la Corée du Nord, ce qui est très important bien évidemment, mais d'un point de vue business, juste pour les entreprises, c'est d'accéder à une main-d'œuvre pas chère afin de pouvoir produire des biens, des habits, des chaussures, des montres de consommation courante à coût très peu élevé afin de concurrencer la Chine. Parce que c'est quelque chose à préciser, les salaires des Nord-Coréens sont beaucoup moins élevés que les salaires des Sud-Coréens. On parle de 75 $, c'est-à-dire 67 € par mois pour un employé d'usine nord-coréen. Concernant la Corée du Nord, il y a aussi plusieurs avantages. Dans un premier temps, on peut dire que ça donne du travail à une grande partie de la population. Encore une fois, je vous rappelle les ambitions, 700 000 employés pour 2012, c'était l'objectif. Donc ça, c'est déjà un premier avantage, bien que ce ne soit pas le seul et le plus important, très très loin de là. En effet, ayant beaucoup d'embargos et étant très fermé,
un des problèmes de la Corée du Nord, c'est qu'elle n'a pas de devise étrangère. Et le won nord-coréen est reconnu nulle part sauf en Corée du Nord. Donc ils ne peuvent pas acheter à des pays étrangers. Là, ici, sur le complexe de Kaesong, tous les paiements se font en devises étrangères et majoritairement en dollars américains. Et je te rassure qu'en Corée du Nord, ils sont pas cons du tout. Ils ont très bien réfléchi au système. Dans un premier temps, les entreprises paient le loyer parce qu'en effet, elles louaient un emplacement afin d'avoir leur usine. Elles le payaient déjà du coup en dollars américains. Mais ça va même plus loin. Le salaire dont je vous parlais, des 75 dollars par mois aux employés nord-coréens, n'était pas versé aux Nord-Coréens qui travaillaient, mais il était versé directement à l'État. Donc bon, là, après, c'est très facile d'accuser sans preuve, mais en même temps, ce sont des preuves que jamais tu pourras trouver, parce qu'à partir du moment où l'argent est en Corée du Nord, je te rassure que les mecs, ils vont pas dire on a détourné l'argent, mais je pense que tu peux te douter que sur 75 dollars, le mec, il ne devait pas en voir beaucoup, beaucoup. Surtout que, en plus, de toute façon, déjà de base, sur 75 dollars, il y avait une partie de charges, de cotisations pour le système de sécurité. Donc déjà, cette partie-là était légalement prise par la Corée du Nord. Et en plus, voilà, sur la partie qui est derrière, on ne va pas se mentir que ça m'étonnerait qu'ils aient vu toute la partie qu'ils devaient avoir. Après, attention, il ne faut pas partir dans l'extrême et dire que tout l'argent était détourné pour un programme nucléaire ou autre. Non, loin de là. Parce qu'il y a énormément eu besoin d'infrastructures créées par la Corée du Nord, parce que ce sont des villes en fait qui se sont créées, c'est une réelle ville qui s'est créée, et avec un budget normal pour de la police, de l'éducation pour des enfants. C'est vraiment tout un écosystème qui s'est créé autour de Kaesong. Donc il ne faut pas non plus partir et dire des bêtises, ni dire en fait que ça s'est produit, parce qu'en soi, techniquement, il n'y a pas de preuve, mais oui, il y a quand même de fortes suspicions que de l'argent a été détourné via ce système-là. Et c'est en mars 2005 que les 3 premières entreprises sud-coréennes commencent leur activité. Cependant, malheureusement, le projet n'a pas le succès escompté, puisqu'en effet, en 2006, il y a seulement 30 entreprises sud-coréennes pour 11 200 employés. Cependant, un point positif, en 2006, plusieurs autorités étrangères visitent les lieux, visitent le site industriel de Kaesong. Il y a aussi la KOTRA, qui est l'agence coréenne pour la promotion du commerce et des investissements, c'est-à-dire une agence coréenne qui est située dans plein de pays, elle est aussi en France, qui va se charger d'essayer de trouver des projets français qui veulent investir en Corée du Sud et qui donc ont promu Kaesong à ses investisseurs. On peut aussi supposer que l'une des raisons de la non-réussite escomptée de la zone industrielle de Kaesong, c'est que les biens produits ne sont pas labellisés comme étant de Corée du Sud, ou en tout cas ne sont pas reconnus par les autres pays comme étant produits en Corée du Sud, notamment par les États-Unis. La conséquence de cela, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas profiter du traité de libre-échange entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui permet d'avoir des réductions de taxes très importantes, voire parfois même d'avoir aucune taxe. C'est là un gros frein et ce qui freine beaucoup d'investisseurs. Et tout se passe plus ou moins bien jusqu'en 2008 quand Lee Myung-bak est élu président. Après 10 ans de pouvoir par des élus de centre-gauche, Lee a clairement annoncé durant sa campagne que les discussions avec la Corée du Nord continueront uniquement s'il y a des avancées concrètes sur le sujet de la dénucléarisation. Forcément, tu te doutes bien que la Corée du Nord, elle apprécie moyennement cette idée. Et d'ailleurs, en novembre de la même année, la Corée du Nord menace de fermer tous les accès routiers et ferrés qui permettent d'accéder à Kaesong. Et cette annonce en Corée du Sud, elle passe pas bien du tout. En effet, il faut quand même préciser qu'à ce moment-là, la Corée du Sud a dépensé 2,9 milliards de dollars pour le développement de Kaesong. Et c'est finalement en 2009 que la première fermeture de Kaesong se produira. Ça commence lorsque la Corée du Nord annonce rompre tous les contrats avec les entreprises sud-coréennes, et notamment les contrats de bail. Et ça de façon totalement unilatérale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion, la Corée du Nord a juste balancé une annonce en mode en fait, vous n'avez plus le droit d'exploiter les terrains qu'on voulait. Et lors de cette fermeture, il y a même un employé sud-coréen qui est détenu par les autorités nord-coréennes. Il est accusé d'avoir critiqué le régime de Pyongyang. À cette détention, le gouvernement sud-coréen répond en annonçant qu'il est prioritaire de libérer son citoyen plutôt que de réouvrir le complexe. Cependant, la fermeture ne fut pas très longue, les négociations commencèrent dès juin 2009 afin de réouvrir le complexe, qui réouvrit en août 2009, et donc les 40 000 employés purent reprendre le travail.
Et dans les sujets de négociation, il y a eu le salaire. La Corée du Nord a exigé en juin que les salaires augmentent jusqu'à 300 dollars américains par mois par employé. Et on n'a pas de données officielles, on ne sait pas ce qui s'est dit. Il y a juste eu une estimation en 2012. En 2012, on estimait le revenu d'un employé nord-coréen à 160 dollars par mois. Les activités reprennent et c'est en 2010 qu'elles sont de nouveau perturbées. En effet, un navire militaire sud-coréen est coulé et le gouvernement sud-coréen accuse Pyongyang. En guise de réponse, le régime nord-coréen annonce interdire l'accès au site à tous les employés sud-coréens. Cependant, dans les faits, cela ne se produit pas et les activités continuent. De leur côté, le gouvernement sud-coréen annonce interdire tout nouvel investissement dans la zone de Kaesong. Vous l'aurez compris, malgré toutes ces menaces, la zone continue de produire et même de s'agrandir puisque le nombre d'entreprises présentes à Kaesong passe de 117 à 121. En 2012, nouveau changement de règles unilatérales de la part de la Corée du Nord. Cette fois-ci, le gouvernement nord-coréen demande à 8 entreprises présentes sur les lieux qui ont déjà payé les taxes de payer un nouveau montant bien plus élevé. En effet, elles avaient payé leur dû de 20 000 won, sauf que cette fois-ci, on leur demande 170 millions de won. Évidemment, quand je dis en won, t'as compris, c'est juste lors de l'annonce, ça a été traduit en won parce que c'est des entreprises sud-coréennes. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les paiements se font en dollars américains. Rien de plus grave sur cette année, mais ça ne va pas durer, puisqu'on arrive sur l'année 2013, une année très mouvementée. En effet, en 2013, il y a une escalade de la tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Durant cette escalade, le 3 avril, la Corée du Nord commence à interdire l'accès à la zone industrielle pour certains Sud-Coréens. Et le 8 avril, elle porte un coup radical puisque aucun des 53 000 employés nord-coréens ne vient travailler, ils ont quitté la zone industrielle. Du coup, sur cette zone de 66 km², il ne reste que 460 employés sud-coréens. La Corée du Sud commence elle aussi peu à peu à rappeler ses employés parce qu'il n'y a aucun intérêt à les laisser là-bas. Le 17 avril, il en reste que 200 sur la zone industrielle. Fait important, le 17 avril, la Corée du Nord interdit l'accès à la zone de Kaesong à 10 personnes qui étaient venues apporter à manger aux 200 employés restants sur la zone industrielle. Et c'est le 4 mai que la zone est officiellement fermée lorsque les 7 derniers employés sud-coréens quittent la zone sous l'ordre du gouvernement sud-coréen. Cependant, cela ne va pas durer. Le 15 août, et après 7 rounds de négociations, la Corée du Nord et la Corée du Sud trouvent un accord pour réouvrir la zone industrielle. Cette réouverture se fera le 16 septembre et les entreprises présentes annoncent avoir perdu au total et tout ensemble 650 millions d'euros sur les 5 mois de fermeture. Les tensions s'apaisent donc un peu, mais vous le savez, cela va, cela vient, et en 2016, ça va pas bien du tout. En effet, la Corée du Nord annonce avoir réalisé de nouveaux essais, notamment des essais nucléaires qui ont été réussis. Ce à quoi le gouvernement coréen réagit immédiatement en annonçant la fermeture. Il justifie que cela n'est pas tolérable et que la Corée du Nord a détourné l'argent de la zone de Kaesong pour financer le projet nucléaire. On va pas se mentir que pour prévoir ça, c'était plutôt obvious, tu vois, il n'y a pas besoin d'être ingénieur en finance, mais on en reviendra un tout petit peu plus tard. Et c'est donc tout naturellement que le lendemain, le 11 février 2016, Pyongyang annonce envoyer à la frontière tous les employés 260 sud-coréens. Puis au passage, comme si c'était rien, Pyongyang annonce saisir toutes les infrastructures, toutes les machines des entreprises sud-coréennes. Je vais le préciser au cas où ce ne soit pas assez évident, mais là, c'est une saisie, c'est-à-dire que c'est pas genre ah ouais, bah on vous renvoie à la frontière et on vous donne une petite mallette de billets au passage pour vous racheter vos machines. Non, là ça a été une saisie des machines, c'est-à-dire Pyongyang a dit ces machines-là, vous les avez achetées, maintenant elles sont à nous, ne nous embêtez plus avec. Merci, au revoir, la frontière est là-bas. Et on parle bien de machine de production, pas de la machine de ta grand-mère qu'elle utilise pour recoudre le trou de ton t-shirt. Là, on parle de 830 milliards de won. Ça fait 735 millions d'euros de machines payées par des entreprises sud-coréennes que le gouvernement nord-coréen s'est approprié comme ça.
Et tu te doutes bien qu'en Corée du Sud, les mecs, ils ont du mal à digérer la pilule. C'est des machines de production, donc il y a besoin d'électricité et d'eau pour les faire fonctionner majoritairement. Donc, ce qu'a fait le gouvernement sud-coréen, c'est simple. Ils ont coupé l'électricité et l'eau. Donc, pour résumer la situation, Pyongyang a pris les machines, Séoul a fermé l'électricité et l'eau, donc Pyongyang avait des machines qu'elle ne pouvait pas utiliser, mais pas pour si longtemps que ça, puisqu'en effet, en 2017, le régime nord-coréen annonce avoir relancé certaines machines de production. Et je vais pas te refaire tout le dessin, mais si je te demande, à ton avis, est-ce que Pyongyang a donné une compensation financière pour l'utilisation des machines de production des entreprises sud-coréennes, même si c'est Pyongyang qui a apporté l'eau et l'électricité? La réponse c'est non. Les entreprises sud-coréennes ont vu saisir leurs machines et utiliser leurs machines par la Corée du Nord sans rien pouvoir faire. Et 2017 est une bonne année pour Pyongyang. En effet, un comité qui suit Kaesong depuis sa création annonce qu'il n'existe aucune preuve tangible que Pyongyang ait détourné de l'argent pour financer son programme nucléaire. Des entreprises sud-coréennes demandent donc des excuses de la part de leur gouvernement et exigent qu'ils fassent tout leur possible pour réouvrir le complexe le plus rapidement possible. Évidemment, tu te doutes bien que d'un point de vue excuse, la probabilité qu'ils les aient un jour est très proche de zéro. Par contre, effectivement, certains politiques souhaitent la réouverture de Kaesong, notamment le gouvernement Moon Jae-in. Cela a été confirmé lors des différents sommets entre Moon Jae-in et Kim Jong-un. D'ailleurs, il est aussi à noter qu'en 2018, la Corée du Sud a réouvert les tuyaux d'eau afin d'envoyer de l'eau à Kaesong. Depuis la fermeture du complexe en 2016, les entreprises ont formulé 9 demandes afin de pouvoir visiter Kaesong et de surtout vérifier les installations qui sont abandonnées, ou en tout cas supposées être abandonnées, puisque maintenant elles sont utilisées par la Corée du Nord. La demande a toujours été refusée par le gouvernement sud-coréen. En effet, le gouvernement craignait d'envoyer un message à la communauté internationale et notamment aux États-Unis qui est « on va bientôt réouvrir Kaesong ». Cette année, ils ont eu la bonne idée d'aller parler au gouvernement américain et dire voilà, on va aller visiter Kaesong, mais juste histoire de vérifier les installations, rien de plus, on ne compte pas le réouvrir tout de suite, et c'est accepté par le gouvernement américain. Cependant, il se peut que le gouvernement Moon Jae-in ait annoncé un petit peu trop tôt ce droit de visite. En effet, l'annonce a été vraiment très bien prise, ça, on en parle beaucoup. Le fait, voilà, c'est la première fois que les entreprises sud-coréennes vont pouvoir aller à Kaesong depuis la fermeture. Sauf que Moon Jae-in, en tout cas le gouvernement Moon Jae-in, n'en a pas encore parlé avec la Corée du Nord, et ça s'est confirmé quelques jours après lorsque le gouvernement Moon Jae-in a déclaré qu'ils allaient discuter de l'organisation de cette visite avec la Corée du Nord. La Corée du Sud n'est donc pas du tout sereine, ils ont donné l'accord de visite, mais ne savent pas du tout comment ça va se passer, et ils ont même d'ailleurs déclaré qu'ils vont faire tout leur possible pour que cela se passe sans accroc. Ça c'est la précision qui fait mal et qui fait peur. Personnellement, je ne pense pas que la Corée du Nord va accepter, ils n'ont aucun intérêt à accepter. Les mecs sont en train d'utiliser un certain nombre d'unités de production de façon totalement illégale. Je vois pas pourquoi ils diraient ouais d'accord, bien sûr, venez voir comment on exploite vos trucs, venez voir comment on vous respecte pas. Ils ont aucun intérêt à dire oui, ça peut leur attirer que des problèmes et aucune solution. Donc personnellement, à l'heure actuelle, je vois mal Pyongyang dire oui. Mais on sait jamais. C'est donc une histoire qui reste à suivre, et pour la suivre, je vous conseille d'aller sur le site koreaisgood.fr, c'est un site français d'actualité lié à la Corée du Sud. C'est aussi la fin de cette longue vidéo. N'hésitez pas à mettre votre commentaire en dessous sur ce que vous en avez pensé, si c'était un peu trop long. J'espère que j'ai réussi à vous garder captif. Dites-moi si j'ai réussi à vous garder captif sur tout le long de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre le plus joyeux de vos pouces bleus, ça me fera très plaisir. Et à vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos dédiées à la culture coréenne, ainsi qu'à que faire en Corée du Sud. Encore une fois, merci et à bientôt.